Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Tech & Co. Aujourd'hui pour parler santé, e-santé, santé connectée à l'occasion du Forum de la santé organisé par l'Axel comme chaque année. Et comme chaque année, si vous nous suivez, bien vous le voyez, nous sommes à nouveau dans ce lieu prestigieux au cœur de Paris. En fait, il s'agit de la Fédération du bâtiment. Ça n'a rien à voir avec la santé, mais le lieu se prête tout à fait à la réflexion, au débat et surtout à l'innovation. On va parler d'innovation. À mes côtés, David de Amorim. Bonjour David, qui représentait ici l'Axel, donc l'association des professionnels du numérique. C'est l'édition 2022 de ce Forum de la santé qui devient une véritable institution. 2 émissions spéciales pour en parler sur Tech & Co. Et dans cette première émission, nous allons nous intéresser aux applications mobiles et aux dispositifs de santé. Vous savez qu'ils sont de plus en plus nombreux, en fait, tous ces objets connectés et puis ces applis pour prendre soin de notre santé. Mais sont-ils tous très fiables? Pouvons-nous nous y fier? Les médecins peuvent-ils leur faire confiance? Et surtout, comment s'y retrouver dans cette forêt d'applications? C'est de cela dont nous allons parler avec nos invités. Les invités, je vous les présente. Tout d'abord, Fabrice Denis, cancérologue, président de l'Institut national de la e-santé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent, merci d'être là avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Nemanja Milenkovic, directeur médical de CGDIM Santé. Bonjour. Alors CGDIM Santé, c'est le leader des logiciels pour les médecins de ville, hein, c'est ça? Exactement. Et puis à vos côtés, Florence Dupré. Bonjour. Bonjour. Présidente de Medtronic France, société leader également dans les technologies de santé. Donc avec vous, on va essayer d'y voir plus clair, savoir comment s'y retrouver dans toutes ces applications et tous ces dispositifs de santé. Mais avant cela, je me tourne vers vous, David de Amorim. On se retrouve chaque année, en fait, maintenant, ça devient une habitude. Rappelez-nous d'abord ce qu'est le Forum de la santé, et puis en 2 mots, même ce qu'est l'Axel. Voilà, on ne se quitte plus, effectivement, on se croise assez régulièrement. Alors du coup, bienvenue au Forum de la santé connectée. Tous les ans, on se retrouve. Cette année, on a décidé de créer un club santé connectée avec Nicolas Castoldi, donc directeur général délégué à la PHP. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a bien vu ces dernières années, tout le monde a plus ou moins utilisé une voire plusieurs fois des solutions pour prendre des rendez-vous avec son médecin ou son infirmier ou son pharmacien. On a tous été plus ou moins confrontés aussi à un besoin de téléconsultation, que ce soit pour nos enfants, nous-mêmes, ou pour nos aînés, par exemple en EHPAD. Et finalement, cette mue digitale, cette vague digitale s'est transformée en tsunami digital. Et on a senti ce besoin de recréer un espace de débat et d'échange pour partager justement sur toutes ces tendances sur la santé. Alors maintenant, c'est devenu assez paradoxal parce qu'on voit plein de bénéfices, mais aussi on voit plein de problématiques encore à traiter, à résoudre devant nous. On est finalement maintenant dans la période des paradoxes de la santé connectée et l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler des experts pour justement commencer à craquer cette thématique et voir comment maintenant on peut se projeter vers l'avenir parce que les potentiels sont juste phénoménaux avec la santé connectée. Tout à fait, très bien. Écoutez, on va essayer d'y voir plus clair, en effet, avec nos invités. Merci beaucoup, David. Et puis, vous allez nous éclairer, vous restez avec nous là pour nous apporter également des précisions éventuelles. On va commencer avec vous, Fabrice Denis. Donc, je l'ai dit, vous êtes président de l'Institut national de la e-santé. En quelques mots, il faudrait d'abord que vous nous présentiez peut-être cet institut. Bien sûr, c'est un institut qui a été créé il y a quelques mois uniquement, qui a comme ambition la promotion de l'écosystème de la e-santé. L'idée, c'est de favoriser l'enseignement de la e-santé pour les professionnels de santé, mais aussi les juristes, les ingénieurs, bref, de l'écosystème lui-même. Parce qu'on a une observation, c'est que les outils numériques en santé sont peu prescrits parce que les médecins ne sont pas formés. Et on ne prescrit pas, moi je suis médecin, je ne prescris pas des médicaments ou des dispositifs médicaux que je ne connais pas. Donc l'idée principale, c'est de former cet écosystème. Le deuxième, c'est l'évaluation de ces outils, parce qu'il y a pratiquement plus de 300 000 applications en santé et bien-être qui sont disponibles. Toutes ne sont pas égales et on est dans la santé, on est dans la médecine. L'idée, c'est de ne pas faire n'importe quoi, parce que derrière, il y a aussi une responsabilité médicale, il y a un enjeu de bénéfice patient, et donc on doit aider à l'évaluation de ces outils. Et puis le troisième enjeu de l'INES, c'est finalement de favoriser l'accompagnement des startups, les aider
avec un mentorat qui permet d'accélérer leur développement clinique et bien sûr l'accès au marché qui là aussi est un vrai sujet puisqu'on dispose de beaucoup d'applications mais finalement un accès au marché qui est pour l'instant très réduit et un business model très compliqué à obtenir. Donc les applications de santé, de e-santé, vous les évaluez? Vous avez fait une espèce de Nutri-Score des applications santé? C'est ça. Alors c'est uniquement un outil d'évaluation des outils numériques à visée clinique, c'est-à-dire médicaux. Or, on n'est pas dans le bien-être. Vous enlevez tout ce qui est bien-être, le bien-être n'est pas pris en compte. L'idée, c'est etc. d'avoir une évaluation du niveau de preuve clinique de ces outils pour faciliter la confiance vis-à-vis des prescripteurs et aussi l'information. Un prescripteur n'a pas la capacité d'évaluer rapidement un outil. Il ne va pas passer 4 heures à évaluer une solution pour savoir s'il peut la prescrire Bien ou pas. sûr. Et ce d'autant que de toute façon, il n'a en général pas les éléments pour évaluer. Donc on les aide à faire cette préévaluation avec ce score qui a été publié il y a quelques semaines dans une revue médicale, qui a été validé sur plusieurs dizaines de solutions et qui vise à évaluer 4 domaines. Le premier, c'est le niveau de preuve clinique, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a un bénéfice et quel est ce bénéfice ? Comment il a été évalué ce bénéfice? Avec quel type d'études cliniques? On parle de quelle appli par exemple? Alors Fabrice? typiquement, on est sur des applications en cardiologie, par exemple de la télésurveillance, sur ça peut être aussi des casques de réalité virtuelle à visée antalgique. On est sur des critères durs, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie, améliorer la survie, réduire les symptômes, mais aussi sur des critères organisationnels, par exemple des applications qui visent à réduire les hospitalisations en urgence. Donc c'est un spectre assez large qui peut concerner aussi ce qu'on appelle les thérapies digitales, mais pas forcément. Ça peut aussi concerner des outils de ce qu'on appelle du triage, c'est-à-dire des outils qui aident à évaluer l'état de santé de quelqu'un pour l'orienter vers un parcours de soins adapté. Et aussi, c'est un élément important, ça vise aussi à évaluer des outils de prévention, des outils qui visent à diminuer l'incidence d'une maladie ou, pour une prévention secondaire, à réduire l'incidence d'une récidive. Donc ça, c'est le domaine clinique qui est évalué. Il y a aussi un domaine qui concerne la start-up elle-même ou même la société elle-même en termes de construction. Est-ce qu'il y a une direction médicale? Est-ce qu'il y a une certification ISO? Est-ce qu'il y a en gros, est-ce que c'est sérieux, quoi? En gros, est-ce que ça tient la route? Et moi, médecin qui verrais ce Digiscore avec des A, B, C, D, E qui sont construits à partir de l'étude que l'on a réalisée, eh bien, je vois assez rapidement si je vais plus loin ou pas avec l'échange, avec la discussion avec cette start-up. Si par exemple on a une note qui est à plus de 15 sur 20, on peut considérer qu'on est dans les 20% des applications les mieux notées à partir de notre étude, et aussi sentir une grande probabilité de remboursement, parce qu'on calcule la probabilité de remboursement de cette solution avec ce score. Qui est décidé plus tard. Alors qui est décidé plus tard, mais au moins ça donne une indication à la start-up elle-même pour se situer et ne pas se retrouver à l'HAS et rester uniquement 5 minutes avant de repartir. L'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, c'est elle qui finalement, au travers de la CNEDIM, c'est une commission particulière, délivrera ou non un agrément pour un remboursement. Ouais, on voit que c'est très compliqué, qu'il y a tout un parcours à respecter, des règles. Juste encore un mot, il y a de mauvaises applis de santé alors? Alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il y a des mauvaises applis de santé sur le plan du niveau de preuve clinique. On a considéré dans notre étude qu'il y avait à peine 20-25% d'outils actuellement disponibles avec un niveau de preuve clinique élevé, c'est-à-dire reposant sur des études randomisées ou des études en vie réelle avec des grands volumes de patients. Donc c'est peu. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien, ça veut juste dire que les autres ne donnent pas encore un niveau de preuve suffisant. Oui, après, il y a peut-être une marge de manœuvre, elles peuvent progresser. Bien sûr. David de Amorim, on a fait du chemin quand même, non? Ça s'est amélioré, même s'il y a encore du travail. Ça s'est notamment amélioré grâce à des personnes comme Fabrice Denis et ces initiatives qu'on vient d'évoquer avec l'INES, parce qu'effectivement, depuis des années, on voit un foisonnement, on a des centaines de milliers d'applications, et concrètement, moi, la question que je me pose, ainsi que la plupart des gens qui sont autour de moi dans ma vie privée, c'est est-ce que je peux faire confiance à telle ou telle appli? Et c'est le même sujet avec le médecin. Donc, on a maintenant passé le cap de l'usage sur des usages simples, des prises de rendez-vous, de la téléconsultation. Il va falloir maintenant les démocratiser très largement. Et si on veut aller un cran plus loin pour aller, par exemple, vers des thérapies digitales, avoir des apps qui nous permettent de faire de la détection, par exemple, sur du cancer ou des choses comme ça, il faut que le médecin soit en confiance et que le patient soit en confiance. Et donc, il devient fondamental, maintenant, d'intégrer dans cette ère digitale très foisonnante aussi de la validité scientifique
et des repères, des labels, des indicateurs, etc., pour qu'on puisse créer la confiance nécessaire. Oui, c'est la fin de la récré, en quelque sorte. Alors, à vos côtés, autre invité, Nemanja Milenković. Vous, je l'ai dit, vous êtes directeur médical de CGDIM. CGDIM qui fait des logiciels pour les médecins de ville, c'est ça? Exactement, médecins et paramédicaux, donc aussi bien infirmiers, kinésithérapeutes. Alors, pareil, vous êtes confronté à ce... Enfin, comment est-ce que vous faites pour fournir à ces médecins des applications dont ils vont se servir et qui sont... Enfin, est-ce que vous les aidez à s'y retrouver face à ces applis? Alors, on les aide bien sûr. Donc nous, on a pris le parti, par exemple, dans l'idée, on a remarqué que pendant la crise du Covid, beaucoup d'informations étaient échangées entre les professionnels de santé par des messageries type WhatsApp, qui n'étaient pas très sécurisées, etc. Et donc on a pris ce parti de se dire à un moment donné, il va falloir qu'on sécurise ce canal d'échange entre professionnels de santé. Et c'est là qu'effectivement l'idée est venue de notre côté de créer un WhatsApp sécurisé de la santé qui permet justement cette coordination entre professionnels tout en sécurisant les données du patient. Donc ça fait un premier outil. Exactement. Auquel les médecins peuvent se fier. Exactement. Et c'est l'idée de ce Maya Connect qui a été créé et de pouvoir s'interfacer ensuite avec les logiciels et donc de faciliter effectivement la récupération du dossier patient, de pouvoir le transférer entre les différents acteurs de son parcours de soins. Donc effectivement, oui, on a pris le parti de créer de notre côté. C'est un outil qui peut servir également aux patients? Alors, le patient effectivement a son pendant qui est Maya Patient. Donc sur lequel il va pouvoir récupérer justement les différents documents qui seront poussés et échangés par les professionnels de santé dans un espace sécurisé. Dans le réseau Maya, l'espace Maya. Exactement destiné. Voilà. Maya, pour fixer les choses, c'est un peu le... C'est quoi? C'est un concurrent de Doctolib? C'est ça, c'est le concurrent de Doctolib aujourd'hui sur ce marché. Qui connaît un développement très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur un marché, il faut aussi des acteurs qui amènent de la contradiction. C'est jamais bon d'avoir un acteur monopolistique qui s'installe. Il faut qu'il y ait aussi de la concurrence, c'est toujours sain. Il faut qu'il y ait un poids lourd qui fasse avancer et puis qu'il y ait un marché derrière. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est formidable, on a plein d'outils. Là, je vais parler du point de vue du patient. J'utilise des objets connectés à la maison, je ne sais pas, tensiomètre, capteur de sommeil, etc. C'est formidable, c'est super, j'ai plein d'infos sur mon appli le matin quand je me lève. Pourquoi est-ce que quand je vais voir mon médecin, il n'a pas déjà les mêmes infos que moi et on gagnerait un temps fou, en fait? Alors, je vous rejoins, on y est. Parce qu'aujourd'hui, effectivement... On a un socle national qui a été créé, un service à destination du patient qui s'appelle Mon Espace Santé. Je pense que vous avez tous dû recevoir un mail cet été pour pouvoir l'activer. Oui, c'est une belle initiative. D'ailleurs, c'est enfin le carnet de santé numérique qu'on attendait, qu'on espérait, qu'on ne voyait plus arriver. Ça y est, il existe, il faut le rappeler. Qui récupère une ancienne brique qui s'appelait le dossier médical partagé. Et donc, à l'intérieur de ce corpus en fait, de services, on retrouve un App Store en fait, qui a été créé et qui permet justement de faire une partie aussi de référencement d'applications qui sont, d'un point de vue sécurité, éthique et médicale, intéressantes pour le patient. Et donc, demain, en utilisant ces applications de ce store, vous pourrez, ou tout du moins les applications seront en capacité de pousser de la donnée depuis vos applications sur cet espace. Et derrière, nous, industriels, on sera en capacité justement de l'exploiter pour pouvoir tracer des courbes, imaginer effectivement une évolution d'un des paramètres ou d'une des constantes de santé que vous récupérez via votre application. Donc si je veux acheter, je sais pas, un tensiomètre connecté, comment je dois faire pour choisir le bon, celui qui pourra envoyer les données à mon médecin? Alors là, je pense que... On va en parler avec notre invité suivante, mais pour la partie data, il faut aller chercher l'appli dans cet App Store déjà. Alors effectivement, le référencement commence. Mon Espace Santé vient de se lancer. C'est un service national qui a été créé, donc on a plus d'une trentaine d'apps aujourd'hui qui sont présentes sur cet App Store. Demain, on peut imaginer effectivement que ce nombre va évoluer avec des applications beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus faciles à utiliser pour le patient. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend de plus aujourd'hui? Il manque encore une impulsion, il manque encore des choses? Oui, il manque peut-être... Alors, on en a discuté tout à l'heure, mais effectivement, il manquerait peut-être effectivement une stratégie un peu plus claire vis-à-vis du régulateur d'État, pour nous, industriels,
pour qu'on puisse se positionner effectivement sur des axes de développement vous plus manquez intéressants. de cadre, en fait, vous manquez de guidelines, comme on dit dans peut-être une stratégie un peu plus claire où on nous laisserait à nous, effectivement, professionnels de santé, patients, industriels, réfléchir à des solutions un peu plus intelligentes et des cas d'usage un peu plus réels sur le terrain. Voilà, donc nous, ce qu'on attend, c'est juste des règles et une stratégie, en fait, côté national. Parce que les règles, j'imagine qu'elles existent déjà. C'est un secteur qui est très, très réglementé, très contrôlé. Alors oui, d'un point de vue sécurité de la donnée, effectivement, on peut se prévaloir d'être peut-être le pays le plus vertueux sur la sécurité de nos data patients, santé. Ce qu'on attend, c'est plutôt des guidelines sur l'idée de se dire, mais quelles sont les règles techniques, les normes qui doivent être concrètement appliquées ou qui doivent évoluer. Par exemple, c'est quoi? C'est en termes de chiffrement des données ça serait plutôt se dire, aujourd'hui, vous utilisez un téléphone d'une marque, j'utilise un téléphone d'une autre marque, on peut se parler sans souci. S'appeler, s'échanger des messages, des SMS. Aujourd'hui, effectivement, ce qui nous manque peut-être, c'est de statuer de façon plus ferme sur toutes ces règles d'échange de la data pour et de la structuration. Alors, c'est vrai qu'on parle de structuration de la data, c'est quoi? C'est quelle est la langue, ou tout du moins, quels sont les langages communs qu'on doit utiliser pour échanger entre nous. Il faudrait plus d'interopérabilité. Exactement. Entre les applis, les écosystèmes. Très bien. Florence Dupré, notre troisième invitée dans cette émission spéciale, présidente de Medtronic France. Je l'ai dit, donc vous êtes fournisseur, et non des moindres, de dispositifs médicaux et d'applis pour améliorer spécifiquement le parcours de soins. Oui, tout à fait. Et nous sommes un acteur industriel établi depuis des années dans ce domaine. 90 000 personnes dans le monde, 150 pays. Et chaque seconde, on a 2 patients qui sont touchés par nos technologies. Ah oui. Concrètement, donc là, on vient de se parler. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais effectivement, vous pouvez multiplier par 2. 2 patients, et ça ne 2 patients jamais. par seconde. Quand vous dites toucher, c'est-à-dire qui utilisent vos services, qui dans utilisent vos applis, plus de 70 pathologies, donc 70 maladies. Et avec, pour être très concret, nos technologies vont de l'aiguille jusqu'au robot, en passant par tout ce qui est stimulateur cardiaque, des valves cardiaques, le domaine du diabète, des stimulateurs. Donc une richesse de technologies est vraiment importante, en gardant toujours en tête le fait de faire des technologies de plus en plus petites, de moins en moins invasives, de plus en plus communicantes, qui soient apprenantes, pour qu'on puisse améliorer le geste et améliorer la santé. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est obtenir le meilleur résultat de santé. Ce sont des dispositifs véritablement médicaux. C'est pas ce que j'achète à la FNAC. Alors nous, on est très régulé. Voilà, nous, on est tout à fait très régulé, puisqu'en tant qu'acteur industriel, on a la France est un pays qui a beaucoup de régulation, évidemment pour le bien, pour la qualité, puisqu'on est, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les données de santé et dans l'accompagnement de la santé, la prise en charge de la santé. Donc on est dans un univers très régulé, de grande qualité, où on a beaucoup de référentiels. Et les référentiels dans le domaine des applications, ils arrivent. On en a un qui a été publié cet été, et donc le monde est aussi en train de se réguler dans la deuxième partie qui est la partie soft. Voilà. Nous, on a fait notre mue entre le hard, je dirais, les dispositifs médicaux, pour aller vers les technologies de santé, parce que ce qui nous intéresse, c'est le résultat de santé. D'accord. Mais alors, si chacun régule dans son coin, vous allez arriver à vous entendre. Ils vont s'entendre, David? Justement. On partage le micro, David. Nous. Mais nous, on est comme ça. Et effectivement, c'est un bon sujet. On a beaucoup d'applications, des centaines de milliers. On l'évoque depuis quelques années. Il y a un travail là qu'on vient de partager qui est de dire, finalement, c'est quoi les bonnes dans tout ça? Parce que sinon, mes données, je suis même pas sûr qu'elles aillent pas en Asie ou ailleurs. Et pour autant, elle a l'air bien sérieuse, cette app. Et donc, comment je m'y retrouve? Et puis, le deuxième enjeu qui est derrière tout ça, c'est effectivement, moi, en tant que patient, quand je vais faire une analyse de sang, quand je vais utiliser mon tensiomètre connecté, quand je vais voir mon médecin ou quand je vais à l'hôpital, j'aimerais bien que toutes ces informations elles soient partagées entre tous ces professionnels et qu'il y ait une vraie coordination entre tous les acteurs. Sinon, c'est moi, finalement, patient, qui prend cette charge de travail de faire cette coordination. Et donc là, on a besoin de rentrer dans des sujets de tuyauterie, d'interopérabilité. Alors c'est très compliqué, c'est technique, mais du coup, tous les industriels et tous les acteurs de la santé sont mobilisés. Et là, maintenant, on arrive à un moment charnière. Ça y est, c'est en train d'arriver. Et puis, du coup, il va falloir accompagner tout ça d'une révolution d'usage.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous ces services vont pouvoir parler entre eux, on va pouvoir développer des nouveaux services. Par exemple, la télésurveillance. Je sors de l'hôpital, je vais pouvoir utiliser l'algorithme développé et validé par l'INES au travers de la solution patient de Maya de CGDIM et en utilisant le tensiomètre ou l'équipement connecté fourni par Medtronic en lien avec l'hôpital. Et ça, pour le coup, ça va permettre de résoudre les problématiques de déserts médicaux. Enfin, résoudre, ça va contribuer à les résoudre. Déserts médicaux, difficulté de trouver un médecin, suivi quand je sors de l'hôpital, avant de rentrer à l'hôpital. Et ça, on attend tous ça, vraiment. Bien sûr. Florence Dupré, quelques exemples de dispositifs médicaux que vous proposez? Alors concrètement, on essaie d'avoir des solutions intégrées pour que les technologies, finalement, autant que faire se peut, les patients puissent les oublier. Voilà, on améliore la technologie pour oublier la technologie. Quand on vous scotche un truc, ou qu'on vous fixe un appareil autour de la tête, j'ai bien dit autant que faire se peut. Oui, autant que faire se peut. Ouais. Voilà, donc 2 exemples. Un premier dans le domaine du diabète, donc qui est un domaine, une maladie lourde, qu'on peut pas facilement oublié parce qu'on est en pleine campagne en ce moment qui s'appelle le ballon bleu. Et finalement, ce qui arrive à un patient diabétique, c'est qu'en permanence, il doit maintenir son niveau de glucose dans le sang. Et donc, l'équilibre est difficile à trouver. Voilà, donc c'est des pathologies difficiles. Alors nous, on a travaillé sur un pancréas artificiel, quelque part, qui, avec un capteur, vient capter la quantité de glucose dans le sang. Avec de l'intelligence artificielle embarquée, va calculer quel niveau d'insuline il faut envoyer pour que le patient puisse finalement avoir une charge mentale qui diminue parce que la technologie va prendre en charge une partie de sa pathologie. Ça, c'est un équipement qu'il peut garder sur lui en permanence? Tout à fait. Alors là, on est sur des patients qui sont équipés en permanence. Et l'objectif, c'est d'être en lien avec le corps soignant, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de faire ça en isolation des médecins qui ont un rôle, les diabétologues en particulier, extrêmement important à jouer dans le suivi de leurs patients. Premier exemple. Deuxième exemple, dans un domaine complètement différent qui est celui de la chirurgie, on propose des plateformes robotiques intégrées. Alors je dis bien, on ne vend pas des robots, on vend des plateformes technologiques robotiques. La différence, c'est que le robot, c'est un robot, alors que la plateforme robotique, on travaille sur l'amélioration de la planification de l'opération. Donc avec les professionnels de santé, en fonction des scanners, en fonction des examens médicaux, comment est-ce qu'on doit aborder l'opération? On travaille à la précision du geste. C'est un appareil ou c'est comme un robot, c'est avec des bras qui viennent se mettre autour de la table d'opération. Donc là, on est dans un bloc opératoire. On connaît le Da Vinci. Eh bien, nous sommes dans ce champ-là, en arrivant avec nos solutions Medtronic, à la fois dans la chirurgie de la colonne vertébrale, là où Da Vinci est plutôt sur la partie tissu qu'on dit mou, et on arrive aussi sur la partie tissu mou, avec des solutions et vraiment beaucoup de collaboration avec les chirurgiens, parce que l'objectif, c'est d'améliorer à nouveau la qualité des soins en ayant une vision de qu'est-ce qui se passe une fois que le patient a été opéré, et de se dire, OK, la prochaine fois, on va prendre un angle différent. Donc, on est vraiment dans un système intégré, apprenant, pour améliorer le résultat de santé. Alors, le thème de cette émission, c'est comment s'y retrouver. Est-ce que dans cette profusion de technologies, que ce soit des robots dans la salle d'opération, des applications, etc., est-ce que aujourd'hui, les patients d'un côté, mais aussi les professionnels, les médecins, y voient clair? Fabrice Denis. Pour l'instant, c'est effectivement un peu la jungle. Il y a un défaut globalement, on l'a dit, de formation et d'information, et aussi de publications scientifiques visibles. C'est-à-dire qu'un médecin, il s'intéresse à une technologie à partir, non pas de la technologie, mais à partir des résultats cliniques. Or, pour s'y intéresser, il faut que les résultats soient publiés. Et c'est la première source d'information, c'est qu'est-ce qui a été publié sur ce sujet. C'est la première question. Est-ce qu'il y a un bénéfice clinique ou pas? S'il n'y a pas de bénéfice clinique, il n'y aura pas d'usage. S'il y a un bénéfice clinique, la deuxième chose, ensuite, c'est quel est l'impact sur mon organisation ou l'organisation de mon établissement. Donc ça aussi, c'est un domaine qui souvent est sous-évalué au moment où on vient proposer tel ou tel outil. Est-ce qu'on complique les choses? Est-ce qu'il faut des ressources supplémentaires? C'est le cas typiquement de la télésurveillance, où on a montré en oncologie que la télésurveillance améliorait tout un cortège de paramètres pour le patient, la survie, la qualité de vie, etc. Mais
il y a une complication derrière, c'est qu'il y a besoin d'infirmières de coordination dans les établissements pour gérer les alertes. Et ça, il faut l'envisager aussi lorsqu'on déploie ce type d'outils. Donc formation, information et surtout évaluation des modifications d'organisation, c'est ce qui reste à régler pour un déploiement. Et nous, ce qui nous reste, c'est à peine 2 minutes. Donc avant de conclure, encore une petite question quand même un peu plus business finalement. Est-ce que ce marché est mature aujourd'hui, Florence Dupré? Est-ce que ça roule? On est soit au milieu du gué, soit au moment où c'est qui tout double. Voilà. Donc concrètement, il faut structurer ce marché. Et en tant qu'industriel, on a un rôle à jouer. Dans notre domaine, qui est celui des dispositifs médicaux et technologies de santé, on est régulé. Hein. Donc on est largement évalué par les autorités européennes et les instances. Par contre, structurer l'offre, se dire que finalement, il y a des acteurs qui ne vont pas pouvoir survivre parce qu'il faut une certaine masse critique. Regarder ce qui permet aussi en interne de trouver et de s'associer avec les bonnes startups, parce que nous, on va chercher aussi à l'extérieur l'innovation. Et donc, on a un accélérateur de startups internes qui nous permet de choisir peu de start-up, mais vraiment d'investir sur leur développement pour changer la donne. Voilà. Nemanja Milenkovic, même constat? Exactement, même constat, effectivement. Je pense qu'effectivement, on est tout au début d'une intéressante histoire sur la partie santé digitale, et qu'aujourd'hui, on est sur les prémices. Donc, on est un peu ces pionniers qui vont construire effectivement ce chemin qui va nous amener vers l'utilisation de la santé digitale au quotidien, que ce soit aussi bien professionnel de santé que patient. David de Amorim, le mot de la fin. Alors, quand est-ce que véritablement on sera tellement connecté qu'on n'aura plus à aller passer des examens dans le cabinet du médecin, tout sera automatique? Quand on s'en rendra même plus compte, en fait. Et c'est ça va être ça la vraie révolution. Par exemple, on avait là le PDG de Barracoda ce matin qui met en place un miroir connecté dans la salle de bain. Eh bien, le miroir, il va détecter s'il y a des grains de beauté qui sont anormaux, qui pourraient être des mélanomes et réaliser des alertes. Donc c'est finalement vers une santé peut-être de moins en moins intrusive qu'on verra de moins en moins et qui sera surtout assisté par de la technologie, mais avec des humains derrière qui, eux, vont pouvoir, à distance ou en proximité, accéder à cette information. Maintenant, le vrai challenge, ça va être de fournir la bonne information, la plus pertinente au bon moment. Parfait, merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette émission. Et puis alors, David, vous avez fait la transition, plus d'humains dans la tech, c'est précisément le thème de la 2e émission spéciale que l'on vous propose sur Tech & Co à l'occasion de ce forum de la santé organisé par l'Axel. Salut à tous.